As-tu déjà ressenti que les paroles de tes parents résonnent encore dans ta tête, guidant tes décisions ou semant des doutes? Tous les liens familiaux ne sont pas un refuge d'amour et de sécurité. Parfois, derrière des gestes qui semblent affectueux, se cachent des blessures qui s'installent en silence et perdurent pendant des années. Sigmund Freud, en plongeant dans les abîmes de l'inconscient, a montré que la famille, bien qu'often perçue comme un nid protecteur, peut aussi être la source des traumatismes les plus profonds. Ces blessures ne s'estompent pas avec l'âge. Des adultes de 40, 50 ou même 60 ans continuent de porter les échos de critiques, d'exigences et de jugements qui ne sont pas les leurs, mais ceux de leurs parents. Où commencent tes désirs et où finissent les attentes d'autrui? C'est là le danger. Lorsque la frontière entre ton identité et les exigences parentales s'efface, tu perds la liberté d'être toi-même. On a toujours idéalisé les parents, les dépeignant comme des figures d'amour inconditionnel, de force et de sagesse. Mais la vérité est que tous ne parviennent pas à incarner cet idéal. Certains, sans même s'en rendre compte, deviennent des sources de douleur constantes pour leurs enfants. Ils n'agissent pas par méchanceté, mais parce qu'ils portent leurs propres blessures non guéries, répétant des schémas qu'ils ont eux-mêmes reçus. Freud appelait cela la répétition inconsciente, l'élan de recréer des dynamiques émotionnelles douloureuses, transmises de génération en génération. Ce cycle ne se limite pas aux relations amoureuses, il s'enracine dans le foyer, entre parents et enfants, et peut se prolonger pendant des décennies s'il n'est pas identifié et confronté. Ce texte ne cherche pas à blâmer, mais à éveiller. C'est un miroir pour que parents et enfants se regardent avec clarté et peut-être avec plus de compassion. Car reconnaître le mal est le premier pas pour le guérir, même si les erreurs sont déjà commises ou si les générations passées ne sont plus là. Reste avec moi dans ce voyage profond et sans filtre. Nous explorerons les types de parents qui, selon les fondements de la psychanalyse, peuvent être toxiques pour leurs enfants adultes. Nous analyserons les schémas qui les emprisonnent, les dynamiques qui les limitent et les attentes qui étouffent leur individualité. Si à un moment donné, tu te reconnais, que tu sois père, mère, fils ou fille, ne t'éloigne pas. Prends une grande inspiration et continue. Comprendre est le premier pas vers la libération. Freud disait que là où il y avait un instinct aveugle, la conscience doit émerger. Et cette conscience peut commencer aujourd'hui, peu importe le temps qui a passé. Ne t'arrête pas de lire jusqu'à la fin, car en comprenant ces dynamiques, tu pourrais découvrir le chemin vers des relations plus authentiques, basées sur le respect et la paix entre générations. Type 1. Le père dominant, l'amour qui étouffe. À première vue, ce père semble engagé, protecteur, voire aimant. Mais derrière son dévouement apparent se cache un réseau de contrôle qui, bien que subtil, peut s'avérer étouffant. Freud nous a appris que la répression ne se manifeste pas toujours par des gestes évidents. Elle se glisse souvent dans des détails petits mais corrosifs. Une suggestion qui n'admet pas de discussion, un conseil qui sonne comme un ordre, une orientation qui ne laisse pas de place au choix. Le père dominant n'a pas besoin d'élever la voix. Son contrôle s'exerce par une direction constante. Pour lui, l'individualité de son enfant adulte est un obstacle. Bien que le fils ait déjà sa propre vie, sa carrière ou sa famille, ce père continue de s'immiscer, de donner son avis sur les décisions, de remettre en question les choix, comme si son autorité n'avait jamais de fin. Freud reliait ce comportement à la fantaisie d'omnipotence paternelle, la croyance que les parents ont le droit et la responsabilité de façonner le destin de leurs enfants, même au prix de leur autonomie. Ce père aime, mais son amour est teinté d'insécurité. Il craint que son fils échoue, qu'il emprunte un chemin différent de celui qu'il imagine, qu'il vive une vie qu'il ne comprend pas. Pour l'éviter, il réprime sa liberté, mais le résultat est à l'opposé de ce qu'il souhaite. Le fils ne devient pas plus sûr de lui, mais anxieux, hésitant, chargé de culpabilité pour ne pas répondre aux attentes. T'es-tu déjà senti prisonnier de cette sensation de ne pas être à la hauteur? Freud dirait que ce fils reste piégé dans le complexe d'Oedipe, cherchant l'approbation de la figure paternelle comme autorité suprême, même à l'âge adulte. Le contrôle se manifeste de diverses manières. Cela peut être une question apparemment anodine. Ne trouves-tu pas que cette maison est trop chère pour vous? Ou un jugement direct, si j'étais toi, je n'aurais pas quitté cet emploi. Ou encore,
un chantage émotionnel. Je veux juste le meilleur pour toi, mais tu ne tiens jamais compte de moi. L'effet est toujours le même. Le fils se sent diminué, infantilisé, comme si sa vie était constamment sous évaluation. Même s'il vit dans une autre ville, même s'il est marié, même s'il a ses propres enfants, il continue d'entendre cette voix intérieure qui lui demande s'il est assez bien, s'il mérite l'approbation. Avec le temps, beaucoup de fils choisissent la distance. Moins d'appels, moins de rencontres, moins de connexions. Le père, cependant, perçoit cela comme une déloyauté ou une ingratitude, sans se rendre compte que cet éloignement est une tentative de l'enfant pour protéger sa propre identité. Freud parlait de la séparation-individuation, le processus essentiel par lequel le fils se détache symboliquement de l'autorité parentale pour forger son propre moi. Lorsque ce processus est bloqué, des adultes insécures émergent, dépendant de la validation externe pour se sentir complet. Une histoire peut mieux l'illustrer. Imagine un fils adulte qui, après beaucoup d'efforts, achète sa première maison. Excité, il l'annonce à son père, mais au lieu de félicitations, il reçoit « Pourquoi ne m'as-tu pas demandé avant ? Cette zone n'est pas un bon investissement. » Soudain, son accomplissement se transforme en doute. Ce moment, bien que petit, est celui où le contrôle s'infiltre. Ces instants, accumulés au fil des années, construisent une sensation d'insuffisance qui peut accompagner le fils toute sa vie. Il est important de souligner que ce contrôle ne naît pas toujours de mauvaises intentions. Beaucoup de pères dominants agissent ainsi parce qu'ils ont été éduqués de cette manière. Ils ont appris qu'aimer, c'est surveiller, diriger, protéger excessivement. Mais les bonnes intentions n'effacent pas l'impact. Si tu reconnais ce schéma, ne te décourage pas. Pour les fils, la libération commence par identifier cette voix intérieure qui ne leur appartient pas et la remettre en question. Pour les pères, il s'agit de lâcher les rênes et de faire confiance à la capacité de leurs enfants à vivre leur propre vie. Le changement est possible et tout commence par la conscience. Type 2. Le père critique. La voix qui ne se taira jamais. Le deuxième type de père toxique est le critique dont l'arme principale est le jugement constant. Ce père ne cherche pas nécessairement à contrôler, mais sa manière de se lier est imprégnée de commentaires qui érodent l'estime de soi de son enfant. Freud associait ce comportement à la projection. Les parents projettent leurs propres insécurités, frustrations ou désirs non réalisés sur leurs enfants, attendant d'eux qu'ils atteignent des idéaux qu'eux-mêmes n'ont pas accomplis. T'es-tu déjà senti comme si rien de ce que tu fais n'était suffisant ? Ce père trouve des défauts dans presque tout. Le travail de son fils n'est pas assez prestigieux, sa partenaire n'est pas la bonne, sa manière d'élever ses enfants n'est pas correcte. Le père critique peut être direct, avec des phrases comme « Tu as toujours été désorganisé, c'est pourquoi tu n'avances pas ». Ou plus subtil, avec des commentaires déguisés en inquiétude « Je m'inquiète que tu ne tires pas pleinement parti de ton potentiel ». Dans les deux cas, le message est clair. Le fils n'est pas à la hauteur. Ce scrutin constant crée chez le fils adulte une sensation d'insuffisance chronique. Même lorsqu'il accomplit quelque chose de grand, la voix intérieure, qui ressemble maintenant à celle de son père, trouve quelque chose à critiquer. Freud dirait que ce fils a internalisé le surmoi paternel, une voix critique qui agit comme un juge implacable dans sa psyché. Avec le temps, le fils peut développer de l'anxiété, du perfectionnisme ou un besoin constant de validation externe. Dans les cas extrêmes, il peut éviter de prendre des risques par peur de l'échec, car chaque erreur renforce le récit de ne pas être assez. Une anecdote peut l'éclaircir. Une fille adulte partage avec son père qu'elle a été promue dans son travail. Au lieu de célébrer, il répond « C'est bien, mais tu devrais viser plus haut, comme ton cousin qui est déjà directeur. » Ce commentaire, bien qu'il semble mineur, renforce l'idée que son accomplissement ne vaut pas assez. Avec le temps, ces jugements accumulés peuvent amener la fille à douter de sa valeur, même dans les moments de succès. Le père critique, comme le dominant, n'agit pas toujours avec de mauvaises intentions. Souvent, il croit que ces jugements sont une manière de motiver, de pousser son enfant à être meilleur, mais l'effet est opposé. Au lieu d'inspirer, il détruit la confiance. Si tu te reconnais dans ce schéma, il y a de l'espoir. Pour les fils, le chemin vers la guérison commence par remettre en question cette voix critique intérieure
et la remplacer par une voix plus compatissante. Pour les pères, il s'agit d'apprendre à célébrer les accomplissements de leurs enfants sans les comparer à un idéal inatteignable. Ne t'arrête pas ici. Continue d'explorer ces dynamiques, car en les comprenant, tu peux commencer à construire des relations plus saines et te libérer des chaînes invisibles du passé. La conscience est le premier pas vers la liberté, et cette liberté est à ta portée, peu importe le nombre d'années qui ont passé. Et si l'amour que tu donnes portait des chaînes invisibles? Dans la danse complexe des relations familiales, l'amour peut parfois ressembler à une dette impossible à rembourser. Reconnaître ces schémas est le premier pas vers la liberté. Les parents guident, mais ne possèdent pas. Les enfants grandissent, mais ne doivent rien. Découvrons les dynamiques subtiles qui nous lient et comment nous en libérer. Imagine une mère dont la voix douce pèse plus qu'un cri. Ses paroles ne commandent pas, elles poursuivent. La mère victime utilise la culpabilité, non pas avec colère, mais avec une tristesse silencieuse qui enveloppe comme une brume. Elle se voit comme une martyre, blessée par les injustices de la vie et attend maintenant que ses enfants réparent ses manques émotionnels. Sigmund Freud a souligné comment la culpabilité façonne les relations humaines et dans les familles, elle est souvent cultivée avec soin. Elle se présente comme fragile, incomprise, oubliée. Mais derrière cette façade se cache un jeu psychologique subtil. Plus elle souffre, plus elle attend que ses enfants la sauvent. Elle rappelle ses sacrifices, nuits blanches, rêves reportés, désirs abandonnés, non pas avec fierté, mais avec un ressentiment voilé. Chaque récit porte un message implicite. C'est à ton tour maintenant de soulager ma douleur. Bien que ses enfants construisent leur propre vie, elle les voit comme des débiteurs, obligés de compenser ses pertes émotionnelles. L'indépendance est interprétée comme une trahison, une décision sans la consulter, comme un rejet. Sa colère n'est pas une fureur, mais une tristesse chargée d'accusations. Freud pourrait décrire cela comme une identification projective. Elle projette ses frustrations sur son enfant, attendant de lui qu'il les résolve. Elle ne veut pas seulement de l'amour, elle exige une compensation pour une vie qu'elle considère gâchée. Cette dynamique emprisonne ses enfants dans une cage invisible. Ils se sentent coupables de choisir leur propre chemin, voyager, dire non, se prioriser. Des phrases comme « Si tu appelais plus souvent, je ne me sentirais pas si seule » ou « Je suppose que je serai bien toute seule », comme toujours, sèment le doute. Le fils, maintenant adulte, porte la peur de la blesser, une peur nourrie par des années de manipulation subtile. Imagine ceci, un fils adulte décide de passer un week-end tranquille chez lui au lieu de rendre visite à sa mère. Sa réponse, un doux « C'est bien, je serai seul, ne t'inquiète pas ». Mais le silence qui suit pèse plus lourd que n'importe quelle dispute, le laissant lutter contre la culpabilité pendant des jours. La clé est de distinguer l'amour de l'obligation. Aimer un parent ne devrait pas signifier céder au chantage émotionnel. Freud a soutenu que la maturité implique de surmonter le surmoi punitif, cette voix intérieure qui nous fait nous sentir coupables même lorsque nous agissons correctement. La mère victime peut ne pas voir le mal qu'elle cause. Dans son esprit, elle ne demande que de l'amour. Mais cet amour a un coût. Il exige une disponibilité au détriment de l'autonomie. La liberté commence par la reconnaissance. Le pas suivant est d'établir des limites, avec fermeté, mais sans hostilité. Le fils adulte n'a pas besoin de se battre ni de couper les liens, mais il doit rester ferme. Dire non sans culpabilité, oui sans devoir, et choisir son chemin sans peur est essentiel. Pour que la mère grandisse, elle doit voir que sa douleur ne justifie pas d'attacher les autres. L'amour véritable libère. Il se construit sur le respect, pas sur la culpabilité. Et si la valeur d'un enfant se mesurait à son éclat? Pour le père narcissique, un enfant n'est pas un individu, mais un reflet de sa grandeur. Ses succès sont ses triomphes, ses échecs, sa honte. Ce n'est pas de l'amour, c'est une scène où l'enfant doit jouer. Freud voyait le narcissisme comme une phase naturelle du développement, où l'amour de soi renforce la confiance. Mais lorsqu'il persiste, il devient un besoin d'admiration. Le père narcissique aspire à la validation, et son enfant est la scène de son ego. Ses réalisations doivent éblouir, non pas pour elles-mêmes, mais pour rehausser son image. Un trophée, pas une personne. Ce père exige l'excellence, pas la croissance. Une bonne note ne suffit pas, il faut la meilleure.
Une victoire ne compte que si elle lui attire des éloges. Il célèbre en public, mais critique en privé, comparant son enfant aux autres, poursuivant la perfection. Les erreurs sont inacceptables et les succès sont rarement suffisants. L'amour est conditionnel, réservé au moment où l'enfant reflète son idéal. Freud pourrait signaler un manque de séparation entre le moi et l'autre. Le père voit son enfant comme une extension de lui-même, projetant ses ambitions non réalisées ou ses peurs d'insuffisance. Le succès de l'enfant valide sa valeur, son échec le menace. L'enfant grandit en croyant qu'il doit accomplir pour être aimé. Cela crée une blessure subtile mais profonde. Le fils, maintenant adulte, poursuit la validation externe, titre, promotion, applaudissements, dans une tentative désespérée de se sentir valable. Mais aucun accomplissement ne comble le vide. Il vit avec la sensation de ne jamais être assez, comme si l'approbation de son père pouvait s'évanouir à la moindre erreur. Pense à ceci, une fille gagne un prix, mais la première question de son père est pourquoi elle n'a pas visé plus haut. Son orgueil s'effondre sous son examen et elle se demande si elle sera jamais à la hauteur. La guérison commence par reconnaître ce schéma. Le fils doit apprendre que sa valeur réside dans ce qu'il est, pas dans ce qu'il accomplit. Il n'a pas besoin de briller pour être digne. Établir des limites implique de poursuivre ses propres objectifs, pas les rêves de son père. Pour que le père grandisse, il doit voir son enfant comme un être séparé, avec ses propres désirs. L'amour n'est pas une récompense pour la performance, c'est un lien inconditionnel et libre. Le poids invisible des dynamiques familiales. Le poids invisible des dynamiques familiales peut façonner l'âme d'un enfant de manière à persister jusqu'à l'âge adulte. Les schémas d'influence parentale, qu'il s'agisse de contrôle, d'absence ou de manipulation, peuvent laisser des traces profondes, souvent inaperçues, jusqu'à ce que le mal émerge des années plus tard. Ces dynamiques, enracinées dans des comportements inconscients, ne façonnent pas seulement l'enfance, mais le noyau même de l'identité. Ici, nous explorons 3 archétypes parentaux distincts, leur impact sur les enfants et le chemin vers la guérison. Prépare-toi à voir les forces invisibles qui pourraient t'avoir façonné, toi ou ceux que tu aimes. Certains parents, poussés par leurs propres ambitions non réalisées, imposent des attentes écrasantes à leurs enfants. Il ne s'agit pas de nourrir des talents, mais de construire un héritage à travers eux. Le fils, désespéré d'obtenir une approbation, sacrifie souvent ses propres désirs. Il peut suivre des carrières qui correspondent à la vision de son père, des chemins sûrs et prestigieux comme le droit ou la médecine, pendant que ses véritables passions, peut-être dans l'art ou l'entrepreneuriat, se fanent en silence. Imagine étudier des années pour réussir un examen que tu n'as jamais voulu passer, seulement pour te sentir vide en réussissant. Par exemple, un fils pourrait consacrer des années à se préparer pour un concours, non par passion, mais pour réaliser le rêve de stabilité de son père. Lorsqu'il réussit, le père rayonne de fierté, mais la victoire semble vide pour le fils. Ce n'est pas son triomphe, mais un devoir accompli. Le père, souvent inconscient du mal, croit qu'il pousse à l'excellence. En réalité, il lie l'amour à l'accomplissement, créant un lien conditionnel qui étouffe. La guérison commence lorsque le fils comprend que sa valeur n'est pas liée à la validation externe. Il doit redécouvrir ses propres rêves et embrasser son droit de les poursuivre. Pour le père, le progrès implique de lâcher le contrôle, en reconnaissant que sa fierté doit venir de l'authenticité de son fils, pas de ses réalisations. Il y a des mères qui ne crient pas et n'exigent pas l'obéissance directement. Au lieu de cela, elles manipulent l'affection comme un outil, offrant de la chaleur lorsque l'enfant obéit et la retirant lorsqu'il ne le fait pas. Leur silence est leur arme, une absence lourde et calculée qui sème la culpabilité. Freud parlait des liens ambivalents où amour et contrôle s'entrelacent, et cette mère incarne cette paradoxe. Son affection vient avec des conditions, créant un jeu d'échecs émotionnels où l'enfant apprend que dire non risque de perdre son amour. Prenons le cas d'une fille qui planifie une escapade d'un week-end avec des amis. En l'annonçant à sa mère, celle-ci répond avec un doux « Oh, j'espérais qu'on passerait ce jour ensemble, mais c'est bien, amuse-toi ». Les mots semblent aimables, mais le sous-texte sème la culpabilité, faisant douter la fille de sa décision. Avec le temps, cette dynamique érode l'autonomie émotionnelle de l'enfant. Ils ont du mal à établir des limites, craignent de décevoir les autres et peuvent saboter leur propre bonheur pour maintenir la paix. La mère se voit comme aimante,
pas manipulatrice, mais son amour étouffe. La guérison exige que l'enfant reconnaisse que l'amour véritable n'exige pas la soumission. Ils doivent apprendre à prioriser leurs propres besoins sans culpabilité. Pour la mère, le changement implique d'offrir l'amour librement, en célébrant l'indépendance de son enfant au lieu de s'accrocher au contrôle. L'absence peut blesser plus profondément que les mots. Un père qui est physiquement ou émotionnellement absent laisse un vide qui résonne tout au long de la vie d'un enfant. Il peut vivre dans la même maison, mais être déconnecté, perdu dans son travail ou ses propres problèmes, ou peut-être est-il parti complètement, laissant l'enfant affronter son absence. Freud a souligné le rôle du père dans la formation de la boussole morale et du sens de l'identité de l'enfant. Sans cette présence, l'enfant internalise souvent l'absence comme sa propre faute, croyant qu'il n'est pas digne d'amour. Par exemple, une fille pourrait grandir en se demandant pourquoi son père n'a jamais assisté à ses événements scolaires ou ne s'est jamais intéressé à ses rêves. Elle pourrait chercher la validation dans des relations malsaines, tentant de combler le vide qu'il a laissé. Le fils adulte peut lutter avec son estime de soi, cherchant constamment l'approbation des autres pour compenser ce qu'il n'a jamais reçu. La douleur de l'absence ne réside pas seulement dans ce qui n'a pas été dit, mais dans ce qui n'a jamais été ressenti. La guérison commence lorsque l'enfant reconnaît que l'absence de son père reflète les limites de celui-ci, pas sa valeur. Ils doivent construire leur propre sentiment de valeur indépendamment de la validation externe. Pour le père, la reconnexion exige de l'humilité, reconnaître son absence et respecter le voyage de son enfant sans attendre que le pardon efface le passé. Ces schémas, bien que douloureux, ne sont pas un destin fixé. Les reconnaître est le premier pas vers la libération, permettant aux parents et aux enfants de forger des liens plus sains et authentiques. Que feras-tu pour réclamer ta liberté émotionnelle ? Et si les personnes qui devraient être notre refuge nous blessaient sans le vouloir ? Plonge dans les méandres des relations familiales où l'absence, la rivalité et l'envie tissent des blessures invisibles qui façonnent la manière dont nous nous voyons et voyons les autres. Ces histoires, chargées de désirs non résolus et d'espoir de guérison, révèlent le poids de ce qui n'a pas été dit, de ce qui n'a pas été donné et de ce qui peut encore être réparé. Es-tu prêt à affronter ces vérités inconfortables, même lorsque la vie semble complète, succès professionnel, partenaire aimant, familial à soi, il y a un écho qui revient. C'est l'ombre de ce qui n'a jamais eu lieu, une question qui se plante comme un aiguillon. Pourquoi n'était-il pas là ? L'absence d'un père ou d'une mère n'est pas seulement un vide dans le passé, c'est une blessure qui palpite dans le présent, une blessure qu'aucune conquête personnelle ne peut complètement refermer. Certains parents tentent de réparer le mal des années plus tard. Ils arrivent avec des cadeaux, des mots d'encouragement tardifs ou des invitations qui sonnent répétées, mais la reconnexion ne s'obtient pas avec des gestes isolés. Elle exige quelque chose de plus profond, du temps, une écoute sincère et surtout l'humilité de reconnaître que leur absence a laissé des cicatrices. D'autres, cependant, choisissent la distance, confiant que le temps arrangera tout. Ils croient qu'en grandissant, leurs enfants laisseront derrière eux toute réclamation émotionnelle, comme si la majorité effaçait la douleur. Mais c'est une illusion. L'amour qui n'a pas été donné dans les premières années laisse des traces qui persistent à l'âge adulte, influençant la manière dont nous faisons confiance, aimons et nous percevons. Imagine un fils ou une fille, déjà adulte, recevant un message de son père ou de sa mère après une décennie de silence. Ça te dirait de déjeuner ensemble ? L'intention peut être noble, mais pour celui qui a passé des années à attendre un signe, ce message peut ressembler à un écho cruel de tout ce qui a manqué. Le fils hésite, pris entre une colère contenue, une indifférence protectrice ou un désir enfantin d'être enfin vu. Cette absence devient un filtre à travers lequel on vit. Elle peut engendrer une peur de l'abandon, des difficultés à faire confiance aux autres ou un besoin désespéré de s'accrocher à des liens fragiles. Dans certains cas, la personne se jette dans la vie avec une intensité presque obsessionnelle, cherchant à combler ce vide. Dans d'autres, elle évite les connexions profondes par peur de revivre la douleur du rejet. Freud pourrait argumenter que le père ou la mère absent devient une présence fantomatique, non pas comme une figure d'autorité, mais comme un vide symbolique qui influence les décisions, les relations et les réactions émotionnelles. Ce vide
n'a pas besoin que le parent soit vivant pour continuer d'interférer. Son ombre persiste dans la psyché. La guérison commence par valider la douleur. Reconnaître que ne pas être vu est aussi nuisible que n'importe quelle forme de violence ouverte. C'est se donner la permission de ressentir la perte sans culpabilité. Ce n'est qu'alors que le fils ou la fille peut cesser de chercher ce regard absent chez les autres, dans les partenaires, les amis ou les accomplissements. Ils peuvent commencer à construire une image d'eux-mêmes basée sur ce qu'ils sont, pas sur ce qui leur a manqué. Pour le parent, le chemin vers la reconnexion est ardu. Il ne suffit pas d'apparaître avec de bonnes intentions. Il faut une présence réelle, une écoute qui n'évite pas le passé et le courage d'accepter les conséquences de son absence. Le silence a pu être long, mais il y a toujours un espace pour le briser, pour construire quelque chose de nouveau, même si c'est fragile au début. Et si l'amour d'une mère venait avec des conditions ? La relation entre une mère et sa fille est un lien sacré, mais aussi l'un des plus complexes dans la vie émotionnelle. Pour certaines, ce lien devient un champ de bataille silencieux, où la mère, sans s'en rendre compte, voit sa fille comme une concurrente. Comment une mère peut-elle se sentir menacée par l'éclat de sa propre fille ? Ce schéma, douloureux et subtil, transforme l'amour en une danse de rivalité. La mère loue, mais ses mots portent un tranchant. Si la fille est admirée, la mère change de sujet. Si elle rayonne, un commentaire cinglant l'éteint. Si elle réussit, la mère souligne ce qui lui manque encore. L'affection est là, mais elle est conditionnée. La fille doit rester dans certaines limites, celles de la beauté, du succès ou de la liberté émotionnelle de la mère. Freud décrirait cette dynamique comme une ambivalence profondément enracinée dans des désirs non résolus. Une mère qui n'a pas guéri ses propres frustrations, peut-être à cause de rêves non réalisés, d'une jeunesse sacrifiée ou d'une identité perdue, peut projeter ce poids sur sa fille, lorsqu'elle voit en elle une version plus libre, plus audacieuse ou plus accomplie d'elle-même. Quelque chose se brise. Au lieu de célébrer, la mère, souvent sans intention, répond par des critiques déguisées en inquiétude ou des conseils qui, au lieu de guider, limitent. Ce schéma se forme dès l'enfance, mais s'intensifie à l'adolescence lorsque la fille commence à forger son identité. Là où elle devrait trouver un refuge sûr, elle trouve une présence qui évalue, compare et exige. Prenons un exemple. Une fille enthousiaste partage qu'elle a obtenu une promotion dans son travail. La mère répond « C'est bien, mais ne te repose pas trop sur tes lauriers, le succès peut monter à la tête. » La phrase semble inoffensive, mais elle porte un venin subtil. Au lieu de célébrer, elle corrige. Au lieu de soutenir, elle avertit. Avec le temps, ces mots s'accumulent, érodant la confiance de la fille. Elle commence à douter de sa valeur, à remettre en question ses décisions, à retenir son éclat pour ne pas incommoder. Elle peut choisir des carrières ou des relations qui ne la comblent pas, juste pour éviter le jugement maternel. Freud pourrait parler de cela comme d'une forme de rivalité oedipienne inversée, où la mère perçoit sa fille comme une concurrente pour l'attention ou la validation, même au sein de la famille. La douleur la plus profonde est que la fille, souvent, ne comprend pas d'où vient cette tension. Elle aime sa mère, respecte son histoire et valorise ses sacrifices, mais elle sent qu'elle n'est jamais assez. Chaque accomplissement semble un défi, chaque pas vers sa liberté, un risque. La libération arrive lorsque la fille reconnaît ce schéma, lorsqu'elle comprend qu'il n'est pas égoïste de briller, que son bonheur ne doit pas s'éteindre pour protéger sa mère. L'amour véritable n'exige pas qu'on se rapetisse, et si la mère est prête à regarder en elle, elle peut se demander « Pourquoi le succès de ma fille me dérange-t-il ? Quelle blessure non guérie projetais-je sur elle ?» La plus grande victoire d'une mère n'est pas de surpasser sa fille, mais de la voir voler plus haut, libre, et de se sentir fière de lui avoir donné des ailes. Il y a des vérités qui font mal à nommer. Certains parents voient dans le succès de leurs enfants une ombre qui les rapetisse. Comment un père peut-il ressentir de l'envie pour le fils qui devrait être sa fierté ? C'est un sujet inconfortable, presque tabou, mais réel. Lorsque le fils grandit, brille et atteint ce que son père n'a pas pu, quelque chose dans le parent se fissure. Freud l'appellerait un narcissisme blessé, un ego qui ne supporte pas d'être dépassé, même par celui qui est destiné à poursuivre son héritage. Le père envieux ne l'admet pas, même pas à lui-même.
Au lieu de soutenir son fils, il le minimise. Un accomplissement rencontre un commentaire sarcastique. Ce n'est pas grand-chose. Un triomphe est dilué par un « ne te crois pas trop important ». Cette dynamique surgit lorsque le fils commence à revendiquer sa place dans le monde. Un père qui porte ses propres échecs ou rêves brisés peut voir dans les réussites de son fils un rappel de ce qu'il n'a pas atteint. Au lieu de soutenir, il entre en compétition. Le fils, qui aspire à l'approbation paternelle, se retrouve piégé dans une contradiction. Ses victoires semblent l'éloigner de son père. Il peut devenir un éternel chercheur de validation, s'efforçant sans relâche de prouver sa valeur, ou il peut se replier, évitant de se démarquer pour ne pas blesser. Imagine un fils qui partage avec enthousiasme un objectif atteint, seulement pour entendre « c'est bien, mais ce n'est pas comme si tu avais inventé quelque chose de nouveau ». Ce dédain, répété au fil des années, enseigne au fils que sa valeur est constamment en épreuve. La guérison commence lorsque le fils comprend que cette envie n'est pas la sienne, mais un reflet des insécurités de son père. Il peut revendiquer ses accomplissements sans culpabilité, sans sentir qu'il trahit celui qui l'a élevé. Pour le père, le chemin est plus difficile. Il exige du courage pour se regarder dans le miroir et admettre qu'il ressent de l'envie, qu'il se compare, qu'il craint d'être laissé derrière. Mais de cette douleur peut naître quelque chose de beau, la capacité de transformer les jalousies en admiration. Car le véritable succès d'un père n'est pas que son fils l'imite, mais qu'il le dépasse. Lorsque cela se produit, la relation cesse d'être un champ de bataille et devient un héritage. As-tu déjà senti que tes accomplissements, au lieu d'être célébrés, génèrent une tension inexplicable dans ta relation avec tes parents ? Il y a des dynamiques familiales qui, bien qu'invisibles, marquent profondément le chemin des enfants. L'une d'elles est l'envie paternelle, un sentiment qui se déguise en conseils sages, en critiques voilées ou en silence qui font plus mal que les mots. Si cela résonne avec toi, reste jusqu'à la fin. Cette réflexion pourrait t'aider à comprendre et à guérir des blessures que tu ne savais même pas porter. Quand un fils fait une erreur, certains pères ressentent un soulagement secret, comme si ce faux pas confirmait leur propre valeur. Mais quand le fils brille, quand il montre de l'audace ou du talent, le père répond par des phrases qui, bien qu'elles semblent protectrices, cachent en un aiguillon. Ne te presse pas, il te manque encore beaucoup. À ton âge, je portais déjà de vraies responsabilités. Ou, attention, tout n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Ces mots, qui pourraient bien passer pour de la sagesse, masquent souvent un désir inconscient de garder le fils dans un espace connu, un endroit où le père ne se sent pas dépassé. Freud décrivait ce comportement comme une lutte du moi contre le passage du temps. Le père, en théorie, devrait être un guide, un phare qui éclaire le chemin pour que son fils aille plus loin. Mais lorsque l'insécurité le domine, ce phare devient un mur qui, de surcroît, se présente comme une autorité ou une expérience. Le fils, en revanche, est pris dans un tourbillon émotionnel. Il attend du soutien, mais reçoit de la résistance. Il cherche la célébration, mais trouve du dédain. Parfois, il perçoit des regards distants, des changements brusques de conversation ou des avertissements non sollicités. Au lieu de la fierté, il y a une friction constante, comme si chaque pas en avant du fils était un défi pour le père. Cette dynamique tisse des adultes fragmentés. D'un côté, ils désirent les grandir, conquérir, être eux-mêmes. De l'autre, ils portent une culpabilité silencieuse pour avoir dépassé les limites que leurs parents n'ont pas franchies. Certains, sans s'en rendre compte, se freinent eux-mêmes. Ils renoncent à des rêves, évitent les risques, se cachent. Tout cela pour ne pas susciter le malaise de leur père. Imagine un fils qui commence à se démarquer dans sa carrière, peut-être dans un projet innovant. Lorsqu'il partage son enthousiasme, le père répond « Fais attention, ne te fie pas trop à toi-même, les choses se compliquent quand on s'y attend le moins. » Ce qui semble un conseil est en réalité une invitation à la prudence, un rappel de ne pas voler trop haut. Nommer cette envie est compliqué. La société idéalise les parents comme des figures de sacrifice et d'amour inconditionnel, et suggérer qu'ils puissent ressentir de la jalousie semble un tabou. Mais Freud nous a rappelé que l'inconscient ne respecte pas les normes sociales. Il agit, projette, blesse.
Lorsque cette envie n'est pas reconnue, elle empoisonne la relation. Elle crée de la distance, du ressentiment mutuel, un vide émotionnel. Le fils sent qu'il doit choisir entre être aimé ou être lui-même, un dilemme que personne ne devrait affronter. La guérison commence par la reconnaissance. Le fils doit comprendre que son succès n'est pas une offense, que briller n'est pas trahir. Dépasser son père n'est pas l'humilier, mais fait partie du cycle naturel de la vie. Il doit aussi accepter une vérité difficile. Peut-être ne recevra-t-il jamais l'approbation qu'il désire, et pourtant, il peut avancer. Pour le père, le défi est encore plus grand. Il faut du courage pour se regarder dans le miroir et admettre qu'il ressent de l'envie, qu'il se compare, qu'il craint d'être laissé derrière. Mais de cette douleur peut naître quelque chose de magnifique, la capacité de transformer la jalousie en admiration. Car le véritable succès d'un père n'est pas que son fils l'imite, mais qu'il le dépasse. Lorsque cela arrive, la relation cesse d'être un champ de bataille et devient un héritage. Tous les parents qui blessent ne le font pas par malice, et tous les enfants qui s'éloignent ne sont pas ingrats. Il y a des schémas qui se répètent à travers les générations parce que personne n'ose les nommer. Freud nous a appris que l'inconscient dirige beaucoup de ce que nous ne comprenons pas, et tant que ces dynamiques restent dans l'ombre, elles continueront de nous piéger. Si tu lis ceci et reconnais ces attitudes, chez tes parents, en toi-même ou dans tes propres réactions, prends un moment pour réfléchir. Reconnaître ce qui n'était pas sain est inconfortable, mais c'est le premier pas vers la libération. Les liens familiaux ne sont pas sacrés simplement parce qu'ils sont de sang. Ce qui les rend forts, c'est le respect mutuel, la présence émotionnelle, l'amour sans condition. Un père qui contrôle, une mère qui manipule, un silence qui pèse, tout laisse des traces qui traversent les générations. Pour Freud, la famille est la première scène où nous apprenons ce qu'est l'amour, la culpabilité, le mérite. Si ces leçons étaient tordues, nous passons notre vie à essayer de les redresser dans d'autres relations, partenaires, amis, travail. Sans le savoir, nous répétons souvent les mêmes schémas sous des noms différents. Pour les parents, cette réflexion peut faire mal. Admettre que, même avec amour, ils ont causé du tort n'est pas facile. Mais le reconnaître n'efface pas le bien qu'ils ont fait. Cela ouvre simplement la porte à l'amélioration. Aimer un enfant, ce n'est pas le façonner ni le protéger de ses propres décisions, mais faire confiance à sa capacité à vivre, même s'il choisit des chemins différents. Pour les enfants adultes, le défi est de cesser d'attendre que leurs parents comprennent tout un jour. Peut-être ne le feront-ils jamais, peut-être ne s'excuseront-ils jamais. Pourtant, tu peux briser le cycle. Établis des limites, prends soin de ton cœur, construis des relations plus saines, même si les anciennes restent fragiles. La maturité émotionnelle ne signifie pas couper les liens, mais les redéfinir. Parfois, cela demande de la distance, d'autres fois juste du silence. Mais cela nécessite toujours de la clarté. Savoir qui tu es, ce que tu acceptes et ce que tu n'es plus disposé à porter. Freud disait qu'être honnête avec soi-même est un grand exercice. Peut-être est-il temps de le pratiquer, non pas pour blâmer, mais pour comprendre, non pas pour détruire, mais pour construire quelque chose de plus authentique. Le plus grand héritage, que tu sois parent ou enfant, n'est pas d'éviter les erreurs, mais d'avoir le courage de les affronter. Et cela commence par l'humilité de regarder en soi et de dire « Je peux être meilleur, et il est encore temps ». Si cette réflexion t'a touché, abonne-toi, partage et active les notifications pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Car comprendre nos blessures est le premier pas pour les guérir. À bientôt.